Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. 13h06 sur Sud Radio. André Berkov, vous recevez quelqu'un qu'on connaît bien et qu'on a toujours plaisir à recevoir. C'est Alexandre Delval, géopolitologue et surtout auteur de ce livre Vers un choc global, la mondialisation dangereuse, aux éditions de l'Artilleur. Bonjour Alexandre Delval. Bonjour. Et je rappelle qu'Alexandre Delval a écrit il y a plus de 20 ans Le totalitarisme vert, au moment où très très peu de gens pensaient à cela et en tout cas l'avaient formulé. Et puis il a écrit beaucoup d'autres livres. Alors Alexandre Delval, on va faire un tour d'horizon avec vous et ça fait toujours du bien d'en faire, même si ça inquiète, et pourquoi pas. Au fond, la question que j'avais envie de vous poser, et la question sur laquelle j'aimerais qu'on s'entretienne, est-ce qu'il y a quelque part dans ce bouleversement du monde que vous avez évoqué, qu'on a tous évoqué, la dédollarisation, les BRICS, le monde multipolaire, etc., etc. Mais dans ce qui se passe dans les zones un peu chaudes, Russie-Ukraine, Proche-Orient, l'influence, c'est extraordinaire ce monde multipolaire. La Turquie, le rôle de la Russie, le rôle de la Chine, le rôle de l'Inde, Taïwan, etc. Est-ce qu'il y a quelque part un dénominateur commun, une espèce d'homothétie, à votre avis, oui, ou pas? Oui, il y a un dominateur commun qui pour nous est positif, puisque l'Occident pense qu'il est celui qui peut régenter le monde pour le bien, mais pour les autres, parce qu'en géopolitique, on n'est pas là pour juger ni un camp ni un autre, pour les autres, cette volonté des Européens et des Américains de penser qu'ils sont le bien, et comme ils sont le bien avec le droit et les droits de l'homme et la bonne gouvernance, eh bien, leur expansionnisme à eux serait légitime. Mais c'est une idée qui mérite d'être discutée. Est-ce que c'est parce que on a, soi-disant, on croit avoir le bon modèle, qu'on a forcément le droit de l'imposer aux autres? Et c'est l'origine de la guerre en Ukraine. L'origine de la guerre en Ukraine, c'est quoi? On fait de l'ingérence en Ukraine pour des bonnes raisons. On pense qu'effectivement, un régime corrompu et proto-soviétique est moins bien qu'un régime pro-occidental qui va amener la démocratie, la liberté des individus, y compris du wokisme, etc. Donc nous, on pense que c'est bien. Mais pour l'autre, ça reste quand même une ingérence. Alors, quelqu'un me disait récemment, quelqu'un de très important de la Commission européenne, oui, mais quand nous faisons de l'ingérence, c'est pas vraiment pareil que l'ingérence russe. L'ingérence russe, c'est pas bien, parce que c'est une ingérence au nom d'un système non démocratique. Quand nous faisons de l'ingérence, c'est quelque chose d'universel. Or, tout le monde a le droit à être démocratique et libéral démocratique. Oui. Donc, notre ingérence est légitime. Le problème, c'est que ça marche que pour nous. Les autres ne le voient pas comme ça. Alors, je vais vous répondre, Alexandre, et pour ça, l'entretien, ça ne marche pas, même pas pour nous. Quelle ingérence? L'ingérence en Irak? L'ingérence en Amérique du Sud? L'ingérence de la Libye, hein, notre formidable expédition en Libye de 2011 qui a donné les résultats magnifiques que l'on sait. Oui. Notre ingérence des droits de l'homme pour, un régime, moi je veux bien que Poutine soit le dernier des derniers, mais enfin on peut pas dire que le régime ukrainien de Zelensky soit frappé par son innocence avec tout ce qui se passe avec les labos, les trafics d'organes et compagnie, la corruption. C'est-à-dire que moi ce qui me frappe dans cette histoire, bien sûr qu'on a inventé, nous, il faut le dire, et on n'a pas à culpabiliser sur les droits de l'homme, la Magna Carta, tout ce que vous savez très très bien. Mais est-ce que pour cela, on doit ne pas dire qu'on a été capable de fomenter par CIA interposés ou autres des coups d'État qui ont remplacé peut-être des dictatures, mais par d'autres dictatures qui n'étaient pas mieux, etc., etc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au fond, ce que nous reproche le Sud, et Dieu sait s'il y a des choses à dire sur le Sud, enfin le Sud global, etc., les BRICS et autres, bien sûr que c'est pas eux qui vont donner des leçons de démocratie. Mais au fond, est-ce que nous n'avons pas, nous, Alexandre Delval, que ce soit l'Europe, d'un côté par son suivisme, et les USA, par leur volonté, effectivement, et on comprend, de domination et de première puissance mondiale, est-ce qu'on n'a pas aussi abandonné les bébés valeurs avec l'eau du bain? Bien sûr, par exemple, la Libye. Monsieur Belhaj, gouverneur militaire de Tripoli, ancien patron, tenez-vous bien, du groupe combattant d'Al-Qaïda en Libye, qui est revenu d'Afghanistan et d'Irak. Un véritable djihadiste d'Al-Qaïda, soi-disant repenti, mais quand vous voyez ses actions en Libye, il est pas très près d'être repenti, reçu 2 fois à l'Élysée, nommé gouverneur militaire de Tripoli après le printemps arabe et l'intervention française qui avait détourné d'ailleurs une résolution internationale. Et au nom des droits de l'homme, on entraîne, avec l'argent du Qatar, y compris avec nos forces spéciales, on entraîne des anciens djihadistes d'Al-Qaïda pour aller dessouder
enlever Kadhafi, ce qui était absolument pas prévu par la résolution des Nations Unies, que nous avons violé et détourné. Donc on utilise un islamisme radical djihadiste, comme ça a été fait en Afghanistan contre les Russes, comme ça a été fait en Syrie. En Syrie, on a voulu renverser le gouvernement de Bachar al-Assad. Alors on a commencé soi-disant à soutenir des démocrates, il y en avait au début, et ensuite c'est devenu des légions combattantes des frères musulmans. Ensuite c'est Al-Nosra, donc Al-Qaïda en Syrie. Rappelez-vous, pardon, Al-Nosra fait du bon travail, disait Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel. La phrase prêtée à Laurent Fabius, qu'il a nié, mais je pense qu'il y avait un fond de vrai tout de même, parce qu'on a livré des missiles Milan à des groupes djihadistes en Syrie. Donc en Libye, en Syrie, on utilise des gens qui sont ce qu'il y a de plus opposé aux droits de l'homme et à nos valeurs, des djihadistes purs et durs. D'ailleurs, pour la petite histoire, Belhaj, dont je parlais pour la Libye, il a aujourd'hui un patrimoine de 2,5 milliards de dollars. Il y a des enquêtes internationales et américaines sur lui. Il habite entre le Qatar, Tripoli et la Turquie, toujours ce charmant pays, la Turquie, et il est à la tête du trafic de migrants. Vous voyez, tous les dossiers sont liés. Il est à la tête du trafic de migrants en Méditerranée, vers Lampedusa, et cet homme, avec toute la structure mafieuse qu'il a mis en place, est devenu milliardaire, et il fréquente les beaux salons du Qatar et de la Turquie. Il a été reçu 2 fois à l'Élysée. C'est ça que l'Occident a mis en place pendant le printemps arabe. Le printemps arabe a totalement déstabilisé également le Yémen, qui a permis aux Houthis maintenant de menacer la mer Rouge. Donc tous les conflits sont liés. Financés par l'Iran, les Houthis. Financés au début, non. Ils avaient une logique propre, mais ils n'étaient pas des proxys de l'Iran, parce qu'au départ, ils sont d'un groupe chiite qui est différent. Ils sont pas duodécimains, mais après, même s'ils sont quand même partie de la famille chiite, ils ont été rejoints, ils ont été aidés par l'Iran à la faveur de cette guerre civile. Ils avaient besoin d'armes, et ce sont devenus pas vraiment des proxys, mais des quasi-proxys de l'Iran. Mais même l'intervention américaine dont vous parlez en Irak, elle est en plus, elle est stupide et complètement contre-productive. On a aidé des Kurdes en Irak, ce qui a rendu les Turcs hystériques contre nous, et maintenant c'est devenu un ennemi à l'intérieur de l'OTAN. Et en déstabilisant l'Irak, eh bien, on a permis à l'Iran de prendre le contrôle de 60% de l'Irak qui est chiite. Donc en fait, ça a élargi la menace pour Israël et pour les Américains. Ils prétendent que leur pire menace, c'est l'Iran, les Américains. Et ils disent qu'ils veulent protéger Israël contre l'Iran avec la guerre en Irak en 2003. Or, ça fait l'effet contraire. L'Iran aujourd'hui est plus une menace pour Israël que jadis, puisque les Houthis et les milices pro-iraniennes chiites en Irak. Donc ces interventions ont été mensongères. Elles ont déstabilisé. Elles ont fait 1 million de morts pour l'Irak. Elles ont déstabilisé l'Afrique pour la guerre en Libye, avec les métastates djihadistes. Et en plus, on a menti. Mais en plus, elles sont contre-productives. On n'a même pas avancé nos pions occidentaux dans ces régions. C'est pour ça, Alexandre Dubien, que quand Alexandre Delval, quand on parle du camp du bien, c'est vrai que, en tout cas, il faut apporter certaines nuances. On va continuer à en parler, effectivement, après cette toute petite pause. À tout de suite. Et si vous voulez réagir et poser toutes vos questions à Alexandre Delval, qui est notre invité jusqu'à 14h, vous connaissez le numéro 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, votre avis fait la différence. J'adore vos débats. On entend des choses qui changent un peu de la doxa généraliste qu'on entend trop partout. Sud Radio, parlons vrai. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Je rappelle et je recommande bien sûr le plus récent livre d'Alexandre Delval avec Jacques Sopelsa, Le choc global, effectivement. Et ce choc global, il est là. Alors, est-ce qu'on va vers... certains disent, est-ce qu'on va à l'insu de notre plein gré vers une 3e guerre? Est-ce qu'on va à bas bruit pour le moment et à signaux faibles? Mais je voudrais rappeler justement, vous parlez de la Libye, Alexandre Delval, et puis des printemps arabes, mais rappelons aussi ce qui s'est passé en pleine Europe, au cœur de l'Europe justement, patrie de la paix, etc., avec le bombardement, le Kosovo, le bombardement de la Yougoslavie en 1999, sans l'aval de l'ONU, mais l'OTAN a décidé d'y aller. Et qu'est-ce que, à votre avis, est-ce que les répercussions sont encore là? Les répercussions sont encore là. C'est l'époque où Kouchner parle du droit d'ingérence. J'étais à Moscou.
pas en tant que pro-russe, que maintenant il faut se méfier, il y a une chasse aux sorcières. J'étais avec un général français, le fameux général Rouge en Paris, le fameux général Paris, plus grand connaisseur de la Russie. On était en mission de reconnaissance parce qu'il y avait un homme qui montait à l'époque, c'était le général Lebed, que vous avez bien connu, avec cette grosse voix extrêmement impressionnant. Il ressemblait à un catcheur très brun. Il était gouverneur de Krasnoyarsk. Et il nous avait reçus dans une mission de reconnaissance qui était très très froide. Il y avait déjà une énorme froideur. Et il nous a dit, devant un grand général français spécialiste de la Russie, avec ce bombardement, parce que c'était juste le début du bombardement des pays de l'OTAN, dont vous, au Kosovo, oui. Préparez-vous à une troisième guerre mondiale qui ira jusqu'au nucléaire. Et nous allierons même avec des terroristes s'il le faut, pour lutter contre votre impérialisme, car les Serbes, c'est comme les Russes, c'est nos plates-bandes et c'est notre accès à la Méditerranée. Ça m'a frappé parce que ceux qui disent... Ouais, ils vous ont dit ça à ce moment-là, en 99. Pendant l'hiver 98-99, un jour avant le début, enfin c'était le premier jour du bombardement. D'accord. C'était le jour, je crois, le jour même ou la veille, et il y avait une énorme excitation à Moscou parce que les Russes étaient extrêmement frustrés parce que ils étaient aussi contre l'Occident et l'OTAN qu'aujourd'hui, mais ils ne pouvaient rien faire. Ils ont pu faire une petite gesticulation dans le fameux aéroport, etc. Et je ne justifie pas du tout l'invasion ukrainienne, je ne justifie pas le fait que la Russie devienne notre ennemi. Je dis juste que ce qui a été fait à l'époque a rendu les Russes hystériques, ils se sont sentis humiliés. Alors je sais que maintenant, quand on dit ça, on est presque munichois, pas du tout. Mais il était important de comprendre que ce n'est pas que Poutine. Si le problème n'était que Poutine, beaucoup de gens me disent, oui, il suffirait de le dézinguer, la CIA, elle sait très bien faire ça. Mais non, Lebed, qui n'était pas du tout Poutine, c'était son rival. Il est d'ailleurs mort d'un malheureux accident d'hélicoptère quelque temps plus tard. Eh bien, il aurait été pas mieux. Peut-être qu'il aurait été pire que Poutine. Peut-être qu'il aurait déclaré la guerre à l'Occident avant Poutine s'il était président. Oui, mais Alexandre Delval... C'était le plus présidentiable, le plus prestigieux des généraux russes. Oui, mais vous le savez très 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 bien de ce point de vue-là, que ceux qui disent il n'y a qu'à ont sur le plan de la géopolitique un point de vue de vétérinaire, qui n'est peut-être pas le mieux. Pourquoi ? Parce que, rappelez-vous quand même, et encore une fois, moi non plus, je ne suis pas pro-Poutine, mais j'ai relu les textes. Oui. Vous savez très bien qu'en l'an 2000, il voulait presque rentrer dans l'OTAN, il voulait rentrer à l'Europe, il a même parlé de ça avec Clinton, et il a parlé de ça aux Européens. C'est-à-dire qu'il y avait cette espèce d'inclinaison, en tout cas, en 2007, 2008, jusqu'à 2007, 2008. Oui. Et qu'est-ce qui a fait, à votre avis, qu'on a jeté, ou en tout cas, on voit très bien ce qui se passe avec Xi Jinping, qu'on a pratiquement jeté la Russie dans les bras de la Chine? Alors, vous avez dit le mot-clé, on voit que vous êtes bien renseigné, que vous connaissez le sujet, c'est 2007, le mot-clé. Encore pire que la guerre en Irak, 2007, c'est le fameux projet des néoconservateurs américains de l'unilatéralisme, ne pas tenir compte des considérations de sécurité d'un partenaire jugé clochard, la Russie à l'époque, installation de missiles en Tchéquie, en Slovaquie, en Roumanie, en Pologne, un énorme projet, soi-disant pour protéger les pays de l'Est, qui n'ont aucun musulman chez eux, qui n'ont aucun contentieux avec l'Iran, contre la menace iranienne. C'était ça le prétexte. Le prétexte. Enfin, alors les Russes ont dit qu'on est peut-être, vous nous prenez peut-être pour les imbéciles, mais on est quand même un peu moins imbéciles que ce que vous pouvez penser. On a parfaitement compris que c'est pour annuler notre dissuasion et notre force de frappe éventuelle, et parce que c'est des missiles qui seront aux portes de chez nous, c'est absolument inacceptable. C'est comme si vous faisiez pareil, c'est comme si nous on allait aux portes du Mexique ou du Canada installer des batteries antimissiles. Comme si un certain Khrouchtchev avait installé des missiles à Cuba. Absolument. Alors l'OTAN répond tout le temps, parce qu'il faut voir la vision des deux. L'OTAN répond, ah non, mais des antimissiles, c'est purement défensif. Sauf qu'un antimissile, ça reste un missile. C'est utilisable en missile. La preuve, un antimissile russe avait échoué sur le territoire polonais il y a 1 an. Ça avait fait un casus belli. On a dit un missile. Non, c'était un antimissile. Donc en fait, il n'y a rien de plus missilisable qu'un antimissile. Et donc, je ne dis pas ça pour défendre les Russes et encore moins justifier cette invasion qui, à mon avis, est inacceptable. Mais ça montre bien que tout a été fait côté occidental. Ça ressemble beaucoup à un piège. Encercler les Russes pour qu'ils deviennent hystériques et pour qu'ils commettent... C'était la vision des néoconservateurs américains. C'était la vision des néoconservateurs américains. Donc c'était 2006-2007. Avec sa petite sagesse, tout de même, il était un peu moins interventionniste. Obama a remis en question ce projet d'installation de 4 lieux et il a réduit ça à la Roumanie, qui est devenue le lieu des batteries antimissiles de l'OTAN. En fait, le vrai contentieux, c'est pas l'adhésion à l'OTAN. Ce n'est qu'un traité, l'OTAN. Quand De Gaulle était sorti du commandement militaire intégré, la France était dans l'OTAN
pour un traité, mais elle n'était plus dans la structure militaire. Ce qui ennuie les Russes, c'est même pas l'adhésion d'un pays à l'OTAN. C'est quand il y a des bases tournantes ou des bases fixes surtout, et quand il y a des missiles ou des antimissiles. Et ça, c'est le contentieux réel qui a rendu fou, ou plutôt, il n'est pas fou, qui a rendu extrêmement furieux Poutine avec son fameux discours de Munich, qui nous prévient, vous voulez jouer à ça? Eh bien, ce sera la guerre. Et on n'a pas tenu compte, puisque un an plus tard, en 2008, on ouvre les portes de l'OTAN, la fameuse politique de porte ouverte, pour les narguer encore plus, et on dit, on va faire rentrer la Géorgie et l'Ukraine, qui était justement le casus belli total, qui était annoncé clairement. Surtout démentant, vous le savez très bien, comme moi, Alexandre, démentant effectivement les propos au moment de l'effondrement de l'URSS, où Roland Dumas, c'est le Roland Dumas qui m'a raconté, ministre des Affaires étrangères, avec Shevardnadze, Gorbatchev et compagnie, qui disait surtout jamais à l'est du Dniepr. On n'ira pas trop loin, on n'ira pas plus loin. Et je voudrais revenir à ça. Qu'est-ce qui fait, alors, à votre avis? Moi, c'est vraiment, je dirais, une énigme que les historiens, peut-être on peut pas le dire. Qu'est-ce qui fait que l'Europe, qui aurait pu prendre une position médiane, pas neutre, je ne dis pas, a suivi et a devancé les désirs des États-Unis? C'est-à-dire l'embargo, etc., etc. On sait très bien qu'actuellement l'Amérique achète du gaz à la Russie. D'un côté, on gèle, mais d'un autre côté, on achète. Notamment le gaz spot, qui n'est pas par gazoduc. Voilà. On l'achète directement et c'est pas sous sanction. Voilà. Et c'est pas sous sanction. C'est pas sous sanction parce que c'est un prix du marché, donc qui est élevé. Donc ça gêne pas. Ce qui gênait les Américains, c'est que l'industrie européenne ait un gaz à bon marché, parce que les contrats à long terme pour les gazoducs permettent des prix beaucoup plus bas. Mais alors, on sait très bien que l'Europe s'est tiré une balle, je dirais pas dans le ventre, mais au moins dans la jambe avec ça. Pourquoi? Mais c'est vraiment une question et j'aimerais avoir, je sais pas, votre sentiment là-dessus. Même si nous ne sommes pas dans la tête et les reins des princes qui nous gouvernent, je parle pas seulement des nôtres. Qu'est-ce qui fait que l'Europe, qui aurait pu avoir une position plus nuancée, a totalement suivi l'histoire des embargos? Rappelez-vous notre illustre Bruno Le Maire, nous allons mettre à genoux l'économie russe, on a vu les résultats. Qu'est-ce qui fait qu'on aurait pu avoir une position, je ne dis pas neutre, mais de médiation? L'Europe entre ces deux monstres, Russie, j'allais dire URSS et États-Unis. Qu'est-ce qui fait qu'à votre avis, il y a eu plus qu'un suivi, un zèle tout à fait étonnant? Alors, il y a deux raisons structurelles. L'élargissement de l'Europe à des pays de l'Est qui agissent comme des super lobbies à l'intérieur de l'OTAN, mais aussi la démocratie américaine. Vous savez que le lobby polonais, par exemple, est très puissant aux États-Unis. Le lobby ukrainien et balte est également, en gros, le lobby des Européens de l'Est est très puissant aux États-Unis. À mon avis, il est aussi puissant, voire plus que le fameux lobby juif et le lobby musulman qui y croit aussi. Vous savez qu'en Amérique, les lobbies sont tout à fait légaux. Donc le lobby de ces gens d'Europe de l'Est est d'autant plus puissant qu'ils sont souvent de très haut niveau. Et la plupart des diplomates, à part Kissinger qui était d'origine allemande, les grands diplomates américains comme Blinken, comme Nuland, ce sont pratiquement tous des gens qui sont d'Europe de l'Est. Alors, certains antisémites ont dit ils sont juifs. Non, ça n'a rien à voir parce que le plus grand d'entre eux, Brzezinski, était catholique. C'est pas une question d'origine religieuse, c'est une question, c'est normal. Et quelque part, c'est humain, je ne juge même pas. Quand vous êtes d'Europe de l'Est, d'un pays où vos parents vous ont dit on a toujours été humiliés par l'ogre russe, c'est normal que quand vous transposez ça dans la politique, quand vous avez une opportunité d'agir en politique étrangère, vous glissez un peu vos intérêts familiaux. C'est tout à fait humain. Mais c'est comme ça. Alors ça a joué. L'élargissement fait qu'on a des pays dans l'Union européenne ils ont plus un cœur américain qu'européen. En gros, pour résumer, l'élargissement a permis à des pays qui sont anti-russes et pro-américains d'acheter des armes américaines avec de l'argent européen. C'est ça l'élargissement. Et j'écrivais en 1997, l'élargissement de l'Europe vers l'Est, structurellement, mécaniquement, nous conduira à la guerre avec la Russie, puisque l'Europe est de plus en plus atlantiste, composée de pays très atlantistes. L'élargissement de 2004, présidé par les Anglais, mais préparé bien avant, était un élargissement à 10 pays, dont 8 d'Europe de l'Est et 7 extrêmement anti-russes. Donc c'est structurel, si vous voulez. Cet élargissement a amené à la situation d'aujourd'hui. C'est mécanique, ça se disait déjà, même Paul Marie Couteau avait écrit un livre, L'Europe vers la guerre, la même année que mon premier livre, en 97. Et il y a aussi le fait que l'Amérique paye plus pour la défense. Et là, on ne peut pas le reprocher. L'Amérique
à 40% du PIB de l'Occident, mais elle paye 70% des ressources de l'OTAN. Et donc, tant que l'Europe ne paye pas 50% et qu'elle n'a pas un volet européen de défense, même au sein de l'OTAN, elle peut pas peser. Et donc, c'est normal que finalement que le patron commande. C'est comme dans une entreprise. Le type qui est patron et qui a mis les actions et qui paye commande. Et donc, pour ces deux raisons structurelles, et il y a une troisième qui est un peu moins noble, nos hommes politiques, qu'est-ce qu'ils sont devenus? On peut dire qu'en gros, aujourd'hui, un homme politique européen, on parle souvent de Schröder qui est devenu un agent de Gazprom. Mais on ne parle pas souvent de l'autre contrepartie. C'est ce que j'appelle le syndrome Barroso. Un commissaire européen, un président de la Commission européenne, un chef d'État européen, un Premier ministre, un président, à quoi pense-t-il? Il fréquente des milliardaires, mais il gagne en gros maximum 15 000 euros par mois. Son rêve, c'est d'avoir du fric. Et donc, quand il est en exercice, il donne des prébendes au Qatar, à des fonds de pension américains, à McKinsey pour ne nommer personne, etc., à Uber, etc., et il prépare l'avenir. Donc en fait, et comme ceux qui ont le plus d'argent, c'est soit les Saoudiens et les Qataris ou les Émirats, soit de l'autre côté les fonds de pension américains ou les grandes compagnies américaines, ça arrive pour ces trois raisons qu'on vient d'exprimer. Nous avons une Europe qui structurellement ne peut être que volontairement soumise aux desiderata américains. Ce qu'il fallait démontrer, c'est intéressant, voilà, c'est BlackRock on the clock. Ça va devenir encore une fois le mantra si ça ne l'est pas déjà. Alors on va se retrouver dans un instant toujours avec Alexandre Delval qui est notre invité aujourd'hui. Et puis vous, bien sûr, 0826 300 300 pour réagir et poser toutes vos questions. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Oui, effectivement, le problème de l'argent, le problème des conflits d'intérêts, les problèmes de savoir si... il y a évidemment des gens qui font très bien leur boulot et nous avons des hommes politiques qui sont honnêtes, etc. Il faut le rappeler quand même. Et je ne veux pas dire qu'au Audiard, il y a des poissons volants, mais ce n'est pas la majorité de l'espèce. Mais quand même, pour revenir à ça, à votre avis, on va un tout petit peu parler de la guerre Russie-Ukraine, enfin tout ce qui se passe actuellement, les 61 milliards de dollars qui viennent d'être, qui vont être effectivement ratifiés par le Sénat. Mais au-delà de ça, Alexandre Delval, est-ce que pour vous, cette guerre est pliée? Et quand je dis pliée, ça ne veut pas dire que ça peut-être que tel ou tel a gagné, ça n'empêche pas que ça peut continuer encore quelque temps. Oui, il faut être très prudent. Un de mes amis, qui pourtant était un des patrons du renseignement, disait il y a 2 ans, dans 15 jours, c'est fini, les Russes raflent tout. On est quand même 2 ans plus tard. Il avait dit ça 1 mois après le début des hostilités. C'est très compliqué à savoir. Les effets des sanctions, elles prennent 2 ans. On ne sait pas comment ça va évoluer. Peut-être que les Européens vont aussi mettre beaucoup d'argent après ce qu'ils ont déjà annoncé. Peut-être qu'après peut-être que si Monsieur Biden gagne ou Kamala Harris ou un troisième larron qui apparaîtrait. Il y a, en fait, en géopolitique, c'est d'ailleurs la structure de mon livre, avec je s'appelle ça, grand professeur de géopolitique, ancien président de la Sorbonne, on a voulu structurer les constantes et les variables. Et c'est 50-50. Et les variables, on ne les sait pas forcément toujours, et on ne peut pas les prédire. Et on ne va pas faire de prédiction. De même qu'on ne peut pas prédire l'attitude de Trump. Regardez ce qu'il a fait récemment. Il a négocié chez lui avec Johnson. En gros... Ok, moi je me rends compte que j'ai pas envie d'avoir l'image du type qui aura fait gagner les Russes, parce que là ils étaient sur le point de gagner. Finalement, j'étais pas d'accord avec toi, mais ça me gêne pas trop ta proposition de rajouter de l'argent, parce que pour être élu président, il y a une telle russophobie dans la population américaine et surtout républicaine. Il y a une telle tradition russophobe. Ils sont anti-interventionnistes. Voilà, parce que même ceux qui voulaient pas voter l'aide à l'Ukraine sont anti-russes. Moi, je les ai expérimentés par mieux. Et donc, Trump s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas assumer l'image de celui qui aurait fait gagner les Russes avant les élections. Après, c'est différent. Parce que ce sera peut-être pas le dernier mandat. Parlons, Alexandre Delval, parlons un peu du Proche-Orient. Parlons de ce qui s'est passé. C'est vrai, Esteban Rania me l'a rappelé, ça fait 200 jours exactement le massacre du 7 octobre. Et puis tout ce qui s'en est suivi depuis, ça fait 200 jours, effectivement.
Et là aussi, c'est une guerre de 100 ans qu'on ne voit pas finir. Est-ce que vous pensez que, parce que il y a eu, bon, après il y a eu tout, il y a l'Iran, premier affrontement direct quand même si c'était à fleuret moucheté, ou je dirais à drone moucheté, mais quand même il s'est passé quelque chose. C'était pas des jouets, hein, c'était destiné à tuer aussi. Donc, et des deux côtés. Et puis Gaza pratiquement rasé. Qu'est-ce que ça peut donner là? Ça va? C'est un statu quo sanglant qui va continuer, à votre avis? On a affaire à deux régimes très intelligents. C'est pas des djihadistes, l'Iran. Et je fais pas l'apologie de l'Iran. Mais l'Iran, c'est le pays avec l'Inde qui a inventé les échecs, qui l'a transmis aux Arabes et ensuite aux Européens. Mais c'est l'Iran. Les échecs sont venus de l'Iran. Et vous savez, il y a une position en échec qu'on appelle le zugzwang, quand vous êtes obligé de jouer un coup, une position qui peut vous faire sauver un roi peut-être momentanément, mais vous êtes piégé ensuite. Vous sauvez votre roi, la suite mais est vous êtes fatale. C'est un piège dans lequel on est obligé de tomber. Le zugzwang. Le zugzwang, c'est un terme allemand, être en position de contrainte, obligé. D'accord. Et les Iraniens ont parfaitement compris le plan israélien. Moi, je le pense. Le général Vincent Desportes l'a dit, mais je suis tout à fait d'accord avec lui depuis le début. Les Israéliens voulaient mettre les Iraniens dans un zugzwang. Les Israéliens veulent détruire le programme nucléaire iranien qui est au seuil. C'est un pays du seuil. Ils veulent empêcher à tout prix l'Iran d'avoir l'arme nucléaire. On ne sait pas quand, mais ils vont le faire. Mais ils ne peuvent pas le faire aujourd'hui, même s'ils sont presque prêts. Il leur manque quelques matériels parce qu'il faut des bombes perforantes qui vont très profond sous terre, parce qu'il y a beaucoup de leurres et de sites cachés. Il leur faut un prétexte. Le prétexte, c'est quoi? Je suis agressé non pas uniquement par le 7 octobre, par des barbares voisins, mais carrément la tête du serpent, le chef de l'axe de la résistance, comme ils disent, l'Iran, qui utilise tous ces proxys, alors qu'en fait, ils sont plus autonomes qu'on croit, les proxys, nous frappe maintenant directement. Donc je vais le chauffer pour qu'il me frappe, pour qu'il fasse un 7 octobre étatique. Et là, j'aurai un prétexte pour attaquer l'Iran, et mes alliés, y compris arabes, ne pourront pas faire autrement, même discrètement, que de m'aider. Et l'allié américain, lui, aura le prétexte, avec toute la stratégie, elle est faite par le moment opportun, le kairos des Grecs. Et les Chinois parlent de l'opportunité. La vraie stratégie, c'est pas la planification, c'est l'opportunité. Faut trouver le moment opportun. Quand on l'a pas, on le crée. On planifie, mais on le crée, oui, c'est ça. On crée le moment. Et quand le moment opportun arrive, là, j'ai une fenêtre de tir, parce que l'histoire est aussi faite de légitimité. Quand on a la légitimité avec soi, ou qu'on la construit, on peut y arriver, on peut faire beaucoup de choses que juste avant ou juste après, on peut pas faire. C'est un peu comme la séduction. Il y a un moment magique, c'est pas avant, c'est pas après. C'est le kairos. Et donc, les Iraniens, qui sont quand même des fins stratèges, ont compris qu'il fallait surtout pas tomber dans le piège, d'où la riposte très minime, et d'où le fait qu'ils ont ridiculisé la riposte israélienne, qui en fait était très stratégique. Oui. Les Israéliens ont montré qu'ils sont capables, avec des F-16 modifiés Hadi, c'est les F-16 américains modifiés en bien mieux, ils sont capables de ne pas être détectables, de faire 1500 km avec ravitaillement, ou de partir des bases azéries, qui sont beaucoup moins loin, et de frapper directement le territoire. Parce que contrairement à ce qu'on a dit, ce sont des avions israéliens qui ont lancé des drones quadricoptères et 2 missiles. Et le deuxième missile, c'est pas vrai qu'il n'a pas touché sa cible. Les Iraniens l'ont détruit en plein vol, les Israéliens l'ont détruit parce qu'ils ne voulaient pas faire de dégâts démesurés, parce que Biden avait dit on laisse tomber le plan. Il y avait un plan très dur de faire très mal, y compris à Téhéran, et les Israéliens ont été obligés de faire quelque chose de très modéré. Mais ils ont montré qu'ils peuvent violer un espace aérien, ne pas être détectés par les radars et détruire une installation à côté d'un centre nucléaire de Natanz, à 120 km de Ispahan. Donc ça, c'est pour l'épisode suivant. Croyez-moi, les Iraniens ont dit c'est rigolo, c'est un jeu, c'est presque Ils ont parfaitement compris qu'Israël, sans être détecté et en déjouant les batteries antimissiles russes S-300, ils peuvent attaquer un site nucléaire, un site d'enrichissement de l'uranium et même des bases de lancement en plein cœur du territoire iranien, alors que pour venir d'Israël, il faut 1500 km. Oui, c'est pas Donc rien. La démonstration est une prouesse technologique, c'est pas du tout ridicule, mais ça a été extrêmement intelligent, parce que les Israéliens non plus ne veulent pas tout de suite une guerre directe, parce qu'ils n'ont pas assez de missiles ultra perforants pour véritablement
détruire définitivement le programme nucléaire iranien. Et ils ont besoin d'un prétexte, et là, il faut la légitimité américaine, l'appui américain, et ça, ils le créent en tendant des pièges à l'Iran. C'est là où la géopolitique retrouve ses droits. Je crois que nous avons des... Oui, ça appelle beaucoup. Ça appelle beaucoup au 0826 300 300. On a Olivier qui nous appelle depuis Hérac dans les Bouches-du-Rhône. Bonjour Olivier. Bonjour Olivier. Oui, bonjour à tous les deux. Merci pour votre émission. Là, c'est juste... super passionnant à écouter et on apprend évidemment beaucoup de choses. Merci. Moi, la question est assez simple. Oui. Comment des gens comme moi, très modestes d'un point de vue d'analyse géostratégique, peuvent voir à l'évidence la stupidité d'affaiblir l'Irak au profit de l'Iran, alors que des dirigeants américains, évidemment, avec une vision certainement beaucoup plus pointue, précise et sur le long terme, se sont lancés dans cette aventure complètement, de mon point de vue, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais géostratégiquement, c'est une bêtise sans nom. Alors pourquoi? La vraie question, c'est ça. Pourquoi? Quel est votre avis? Eh bien, il y a quelque chose de très simple. Le peu que j'ai fait dans ma carrière de fonctionnaire, je suis resté pas très longtemps dans une structure de renseignement, j'ai appris une seule chose, enfin deux, ça sert à rien, parce que les hommes politiques écoutent pas les professionnels du renseignement, et deuxième chose, ça foire presque tout le temps. Quand on planifie une opération, une covert action, un mensonge pour faire une guerre, pour un prétexte collatéral, etc., ça nous échappe des mains. Même un jour, le prince Turki, El-Turki, qui était l'Arabie Saoudite. Voilà, qui était le ministre du renseignement saoudien, dans un dîner, il nous a dit, nous, on a mis en orbite Ben Laden, il nous dérangeait en Arabie Saoudite, c'était un fou furieux, on le contrôlait pas, il adhérait à la doctrine des Ikhwan, les anciens wahhabites les plus durs, il était très lié à ceux qui ont pris la Mecque en 79, on l'a mis en orbite en Afghanistan, là il était utile, il nous dérangeait plus sur place et il faisait le boulot qu'il fallait, que nous ont demandé de faire les Américains, c'est-à-dire emmerder les Russes et en Afghanistan, etc. Et il nous a totalement échappé des mains. Mais ça marche, ça arrive tout le temps. Oui, mais alors attendez. Une opération, vous savez, quand on joue avec le feu, l'apprenti sorcier, c'est le premier à exploser. Juste pour compléter la question d'Olivier qui est intéressante. Mais alors, puisque vous avez été, vous connaissez aussi un certain nombre de ces responsables. Quand on arrive à faire que Colin Powell, General Colin Powell, manipule une fiole en disant voilà, l'Irak a les armes de destruction massive, qui était une arnaque totale, mais non, en fait, tout le monde le sait. C'est-à-dire, ils ont joué ce cynisme jusqu'au bout parce qu'ils croyaient qu'ils allaient effectivement faire du nation building, changer l'Irak, etc. Leur erreur est folle. Ces néoconservateurs avaient un plan, j'ai la carte, je la montre souvent à mes élèves, la carte de la reconstitution d'un nouveau Moyen-Orient. Alors l'Arabie Saoudite coupée en trois, la Turquie privée de son Kurdistan, c'est très sympathique pour les Turcs de regarder ça, vous voyez. Imaginez comment les Turcs ensuite nous détestent, et je suis pas spécialement philo-turc, c'est vrai, mais en géopolitique, je me mets à la place de chaque acteur, parce que c'est ça la géopolitique, sinon, si on fait de l'émotion, c'est pas la peine. Et donc, ce plan de reconstitution d'un nouveau Moyen-Orient était fondé sur l'idée, nous, on va aider les chiites à arriver au pouvoir en Irak, on va faire la démocratie, ils vont devenir reconnaissants et démocrates. En tout cas, au moins reconnaissants. C'est le même calcul. J'ai aidé Al-Qaïda en Afghanistan contre les Russes. Al-Qaïda ne pourra pas faire des attentats à New York, puisque on les a aidés. On a même donné une green card au concepteur du premier attentat du World Trade Center, Abdelrahman. Il a eu sa green card. Et il avait conçu le premier attentat du World Trade Center. On les a aidés, donc c'est des amis. Les Américains sont d'une stupidité assez folle. Ces mecs-là, en gros, on aurait un retour sur investissement. Je les ai contrôlés, à un moment, je les ai financés. Il n'y a pas de problème. Bon, ils sont un peu fanatiques, mais nous, on a plein de fanatiques chez nous. On est nous-mêmes une nation qui a été créée par des fanatiques quakers et presbytériens et évangéliques complètement fondus. Donc nous, on les connaît. Il y aura quand même une gratitude. Puis entre ultra-religieux, on va se comprendre. Sauf que ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que pour un islamiste, millatun kufr wahida, l'impiété est une seule nation. Et l'impiété est une seule nation. C'est un peu comme les nazis, quand ils faisaient des accords avec d'autres, l'accord pouvait être rompu avec n'importe quel moment parce que l'autre est un inférieur. Et les islamistes, quand vous faites un deal avec eux, ils vous ont tout le temps. C'est Dar al-Islam et Dar al-Harb. Mais oui, il n'y a aucune reconnaissance à avoir en un infidèle. Les Américains ont eu la naïveté qu'en patronnant quelques fanatiques islamistes, il y aurait une gratitude et un retour sur investissement. Une stupidité folle. Regardez les chiites qu'ils ont mis au pouvoir en Irak avec Paul Bremer. Ils ont nommé un néocon complètement colonial, Paul Bremer. C'est eux qui ont fondé l'État islamique parce qu'ils ont, vous le rappelez, licencié tout l'état-major irakien. Mais surtout, la folie stratégique, c'est que Obama, quand il arrive au pouvoir en 2009,
il arrête une stratégie qui était très efficace, la stratégie du surge. Quand les Américains se sont rendus compte que ça allait mal en Irak, ils ont mis beaucoup plus de moyens, ils ont retourné des tribus qu'ils ont achetées et ils ont renvoyé plus d'hommes, des surges. Mon ami Pierre Rehov, que j'ai oublié de citer tout à l'heure parce qu'il m'a donné pas mal d'indications depuis des années là-dessus, qui est grand reporter et scénariste qui habite en Israël, avait été d'ailleurs en stage, pour faire un documentaire dans l'armée israélienne à l'époque, l'armée américaine en Irak, et le surge avait réussi à véritablement contrôler beaucoup de tribus sunnites et à mettre des sunnites du côté des Américains. Mais tout à coup, pour des raisons de politique intérieure, Obama arrive, il retire tout le monde sans service après-vente, et les sunnites se retrouvent pris à la gorge, agressés par les chiites, qui eux-mêmes ont été persécutés pendant des années par les sunnites. C'était assez prévisible. Et qu'est-ce qu'ils font, les sunnites? Eh bien, on ne demande pas qui est le pompier quand la maison brûle. Il y a des gens qui sont des repris de justice, qui ont été libérés à peine de prison, des gens de Daesh qui arrivent, qui disent, nous, on va vous défendre beaucoup mieux qu'Al-Qaïda, parce que nous, Daesh, à la différence d'Al-Qaïda, notre ennemi principal, c'est les chiites. Et c'est ça la grande différence. Al-Qaïda voulait privilégier l'ennemi lointain, Daesh, l'ennemi chiite. Et donc les chiites étant ceux qui persécutent les sunnites, abandonnés par les Américains, et c'est comme ça que Daesh... Donc c'est pas une création américaine, mais c'est le résultat de l'incohérence stratégique américaine. De l'imbécilité stratégique d'un certain nombre de gens. Absolument. On va marquer une dernière petite pause dans Berkov dans tous ses détails, et après nous serons en ligne avec Liliane. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Toujours avec Alexandre Delval, et on rappelle son livre Vers un choc global, la mondialisation dangereuse, aux éditions de l'Artilleur. Et nous avons Liliane qui nous appelle depuis Clamart en région parisienne. Bonjour Liliane. Bonjour Liliane. Bonjour. Je vous remercie pour vos invités si intéressants et puis les discussions qui en découlent. En vous écoutant, j'aurais juste une petite demande à faire et puis une petite observation parce que je suis originaire de Roumanie. Oui. Donc, on connaît tous l'histoire et les rapports avec la Russie. Et je remarque que de cette discussion et de presque toutes les discussions qu'on entend au sujet de la géopolitique en ce moment, je sais que c'est très complexe, mais l'idée qui ressort, c'est que ces pays de l'Est comptent, et c'est la sensation qu'on a tous en fait, que ces pays comptent pour de menus frottants et que leur existence propre, c'est et les alliances qu'ils peuvent faire, c'est toujours une menace vis-à-vis de la Russie. C'est toujours perçu comme si la Russie, on gêne la Russie pour quoi que ce soit. Ouais, je comprends. Oui, vous dire, c'est ça, c'était par rapport à ce que Alexandre Delval avait dit sur l'attitude de l'Europe, sur ma question sur l'attitude de l'Europe vis-à-vis. Alexandre Delval, est-ce que effectivement ces pays, pour dire, compte un peu comme du menu fretin, et que le fait qu'ils aient été évidemment, et le passé de l'URSS fait qu'ils ils ont cette hostilité, mais dit Liliane, est-ce qu'on n'exagère pas un peu? Non, je pense qu'elle est même sous-estimée. Par contre, ce qui est vrai, c'est que il y a un énorme problème avec l'élargissement. Je pense que l'élargissement est légitime, mais il a été fait trop tôt. Il aurait fallu élargir l'Europe à des pays qui ont un énorme problème avec les Russes, et je ne reproche pas leur... Peut-être que si j'étais roumain ou polonais, je serais extrêmement anti-russe. Mais justement, on ne peut pas faire une géopolitique saine et mesurée avec l'équilibre kissingerienne, avec du ressentiment. On a fait entrer dans l'Europe des pays, et encore une fois, je les comprends, mais qui sont dans une phase de ressentiment. Vous savez, Rousseau disait, l'esclave est beaucoup plus virulent une fois qu'il est libéré de ses fers. Normal. Et c'est humain.
C'est humain. Il aurait fallu attendre d'avoir des bons rapports avec la Russie, d'avoir des accords de sécurité, de non-nuisance réciproque, de pacifier un peu les choses et de faire entrer la Roumanie, la Pologne 20 ans plus tard. On l'a fait rentrer à un moment, et encore une fois, je le comprends, ces pays ont qu'une seule envie d'un point de vue de politique extérieure, se protéger des Russes, voire même un peu les ennuyer. Et voire même les encercler avec la fameuse politique des 3 mers, vous savez, la stratégie des 3 mers, de la Baltique à la mer Noire, voire même jusqu'à la Méditerranée, encercler le plus possible les Russes, leur faire payer le passé humiliant, etc. Et ces pays ont été effectivement traumatisés par la Russie, mais avec le ressentiment, on a des guerres. Quand le ressentiment s'empare de la politique étrangère et qu'on met à la tête de la diplomatie américaine des types qui eux-mêmes sont des Ukrainiens, qui ont une haine absolue et familiale envers la Russie, ça pose des problèmes. Encore une fois, je défends pas la Russie, c'est ignoble cette invasion. Mais on ne fait pas une politique étrangère avec des Nuland, des Brzezinski jadis et des Blinken aujourd'hui, qui ont un contentieux personnel, qui ne peuvent pas avoir une politique mesurée, car la Russie n'était pas directement en confrontation avec si vous voulez, nous avons assumé les inimitiés de ces pays dans lesquels l'OTAN et l'Union européenne se sont élargies presque en même temps. On a César qui nous appelle depuis Bayonne. Bonjour César. Bonjour César. Bonjour à tous. Bonjour à Alexandre Delval. Bonjour André Berkoff. Bonjour. D'abord, bravo André Berkoff pour votre intervention sur François Asselineau et Florian Philippot, parce que je pense que quand on aime vraiment, je pense que les insultes sur des gens brillants, ça les aide à gagner en humilité. Donc vraiment, je voulais vous soutenir là-dessus. C'est génial ce que vous avez fait. Merci. Merci. Voilà. Oui, il faut les ramener le tout à l'ego, ça suffit. Oui. On est bien d'accord. C'était génial. Alors César, je réfléchis depuis. Moi, j'écoute régulièrement votre émission. Je réfléchis, vu le bazar qu'il y a au niveau des guerres et même parfois des dictatures. J'ai longtemps réfléchi, et Alexandre Delval nous dira ce qu'il en pense. Comment éviter les guerres et les dictatures dans le monde. Et il m'est arrivé une idée très lumineuse il y a plus d'un mois, et je vais vous la partager. Oui. C'est le RIC suisse. En fait, je me suis rendu compte que si tous les peuples avaient accès au RIC suisse, c'est-à-dire pour pouvoir donner leur avis... Le référendum d'initiative citoyenne, c'est ça. Voilà, la démocratie, si tous les pays, qu'ils soient chinois, iraniens ou tout ce que vous voulez, on se rend compte qu'en fait, ce serait pour moi non pas la 3e guerre mondiale, mais la 3e grande révolution. Parce qu'il y a une grande révolution. La première révolution, c'est celle des rois, c'est-à-dire ils avaient tous les pouvoirs. Et depuis 300 ans, il y a le monde de la finance. C'est la 2e grande révolution à mes yeux, parce qu'il y a la finance, le monde de l'économie et le monde des dirigeants qui sont séparés. Donc il y a 2 pouvoirs. Mais le jour où on aura 3, c'est-à-dire le RIC, c'est-à-dire les peuples qui peuvent voter en plus des dirigeants, pouvoir dire non, je veux pas ça, ou oui, on veut ça. Je pense que ça changera tout pour les dictatures et les guerres. Voilà. Merci César. Alors, Alexandre Delval, le référendum comme c'est très intéressant. Alors, c'est vrai qu'à chaque fois que je vais faire une conférence en Suisse, il y a un référendum. Local, national, État, canton, c'est assez. Ils sont en permanence en votation, comme ils disent. Alors là, je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, la seule démocratie, à mon avis, sur Terre, je dis bien sur Terre, je pense qu'il y en a une seule, c'est la Suisse. Alors on me dira, oui, c'est tous des riches, peut-être, mais pas que. Il y a aussi des prolétaires, mais surtout, c'est la seule démocratie, parce qu'on consulte. On consulte le peuple. On consulte, et le peuple qui n'est pas content d'une loi ou de quoi que ce soit, avec quelques centaines de milliers, je crois que c'est 100 000 ou 200 000, dans la rue. J'ai même un ami qui pourtant est un haut cadre, parfois il milite dans la rue, parce qu'il y a un côté très civique chez les Suisses, et il va récolter des signatures pour déclencher une nouvelle votation, pour abroger une loi. Mais par contre, ce qui a été dit après, la fameuse question, la guerre et les dictatures, je ne mélangerai pas les deux. Pour éviter les guerres, on ne peut pas à la fois éviter les guerres et les dictatures. Justement, pour éviter les guerres, il ne faut pas chercher, alors c'est choquant ce que je vais dire, à renverser les dictatures. Parce que qu'est-ce qu'un ennemi en stratégie? L'ennemi, c'est celui qui vient dans votre baignoire vous agresser. L'ennemi, c'est celui qui agresse votre population, par le meurtre, qui envahit votre territoire concrètement et qui détruit vos institutions. C'est les 3 composantes d'un État en relations internationales, en géopolitique. Et donc, si on commence à considérer comme ennemis tous ceux qui ont un modèle contraire au nôtre, on fait la guerre à la plupart des pays de l'Assemblée Générale des Nations Unies. C'est clair. Et donc, ce sera beaucoup plus de guerre. C'est pour ça que pour éviter la guerre, justement, il ne faut pas chercher, c'est choquant, mais malheureusement c'est réaliste, il ne faut pas chercher à renverser. Une nation n'a pas d'amis, elle a des intérêts. Ah, vous parlez de Gaulle, il est tellement extraordinaire dans ses propos. En 1961, il a fait un grand discours dans lequel il disait « Si la France doit faire une guerre, ça doit être la sienne ». Et il critiquait le fait que certaines alliances peuvent nous entraîner dans des guerres qui ne sont pas les nôtres.
Rien de plus actuel que cette phrase. Tout à fait. Merci Alexandre. Je crois qu'il faut méditer cette phrase-là, cette phrase du général de Gaulle, parce qu'elle dit bien ce qu'elle veut dire et la situation dans laquelle nous sommes. Et il voulait une Europe des nations qui soit justement fondée à partir d'une réforme de l'OTAN. Regardez le visionnaire, il y avait pourtant la menace soviétique, il pensait que l'OTAN devait être réformée avec un volet de défense européen indépendant. L'homme d'État pense aux futures générations, le politicien pense à ses réélections. Et la transition est toute faite puisque demain nous recevrons Pierre de Gaulle, André Berkoff. Merci beaucoup Alexandre Delval d'avoir été avec nous. Je rappelle votre livre Vers un choc global, la mondialisation dangereuse, c'est publié chez l'Artilleur. Merci André Berkoff d'avoir animé l'émission. Tout de suite, c'est Brigitte Lahaye, à demain. Sud Radio Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff. Avec Aper, la marque de vêtements qui respecte votre identité, en vente exclusive sur aper-mode.com.